Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au tarot de Marseille. Aujourd'hui, nous parlerons de l'arcane 2, la papesse, et toujours avec la complicité de la boutique Saint-Gimer de Carcassonne. Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose d'assez vertigineux, on va dire. Absolument, c'est une plongée qui va loin. Bah oui, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un simple survol de cartomancie. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de décoder la mécanique de notre propre conscience intérieure. On oublie l'image de la diseuse de Bonaventure, quoi. Complètement. C'est primordial de le rappeler parce que la papesse, ce n'est pas juste une belle image imprimée sur un bout de carton. C'est un miroir. Un miroir psychologique qui est vraiment redoutable. Ouais, un espace de gestation mystérieuse qu'on a tous en nous. C'est exactement ça. C'est la cartographie d'une porte vers notre inconscient. Une porte qu'on néglige très souvent, tu sais, avec la vitesse de notre société actuelle. C'est clair. Alors avant de comprendre qui elle est, il faut d'abord regarder d'où l'on vient. Le fil narratif du tarot est super logique. Oui, on ne peut pas atterrir sur le degré 2 sans parler du degré 1. Voilà. Dans le cycle naturel, on démarre avec le degré 1, le battleur. Et lui, c'est l'élan créateur pur, l'étincelle initiale, l'unité qui décide de passer à l'action. C'est le mouvement du haut vers le bas, l'énergie brute qui opère avec sa table. Ouais, cette fameuse énergie super frénétique, genre quand t'as une nouvelle idée à 3h du matin et que tu veux tout révolutionner. Mais nos sources sont super claires là-dessus. Cette énergie, si elle ne fait que jaillir, elle finit par s'évaporer. Exactement. Le feu sans foyer, en fait, ça finit juste par se consumer. L'énergie du battleur a un besoin vital de s'incarner. Elle doit trouver une structure pour s'accumuler. Et c'est précisément là qu'intervient la papesse. Le fameux numéro 2. Oui, et la numérologie ici est essentielle. Le chiffre 2, ce n'est pas juste 1 plus 1, ce n'est pas une progression linéaire. D'accord. C'est quoi alors ? C'est une valeur pure d'accumulation, une réceptivité totale, un grand réservoir. Elle prépare l'action, une action qui va exploser plus tard au degré 3 avec l'impératrice. Mais à son stade à elle, on n'accomplit rien. Sur le plan extérieur, rien du tout. On couve. Donc si j'essaie de visualiser le truc, si le battleur c'est la graine qu'on jette dans la terre avec enthousiasme, la papesse c'est le terreau silencieux de l'hiver, quoi. C'est une très belle image, oui. C'est cette étape de recherche où tu t'enfermes dans une bibliothèque pendant des mois avant de commencer à écrire ton livre. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Pourquoi cette immobilité est-elle si cruciale ? Parce que c'est une immobilité qui est en fait extrêmement active. Ce n'est pas de la paresse. C'est le moment où la matière absorbe l'esprit. Un peu comme une batterie qu'on charge. Exactement. De l'extérieur, ta batterie posée sur la table, elle a l'air inerte. Mais à l'intérieur, les électrons bougent. La tension monte. La papesse est cloîtrée, elle stoppe net le mouvement extérieur du battleur pour initier un mouvement intérieur immense. Sans ça, l'élan de boss partirait dans tous les sens en fait. Totalement, ça serait brouillon, dispersé, épuisant. Ok, donc puisqu'on est dans cette phase de charge de batterie ou de bibliothèque, regardons un peu les outils qu'elle a avec elle. Et il y en a des choses à dire sur ces outils. Bah oui, à commencer par ce fameux livre. Elle a un livre ouvert sur ses genoux. Et il y a un détail visuel incroyable, ce livre est de couleur chair. Oui, couleur chair. Ce qui indique clairement qu'elle n'étudie pas des théories abstraites, mais bien les lois de l'incarnation humaine, le vivant, l'organique. Mais là où ça devient complètement paradoxal, et c'est ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ce livre qu'elle ne lit pas. Son regard ne se pose pas sur les pages. Est-ce qu'elle n'est pas elle-même ce livre qui attend d'être déchiffré ? C'est une question clé. Elle ne le lit pas parce qu'elle a complètement intériorisé cette connaissance. Le savoir n'est plus extérieur. Il est devenu cellulaire. C'est ça. Elle n'accumule pas des mots sur du papier, elle absorbe le langage vivant des lois de l'univers. Et si tu comptes bien, ce livre possède très exactement 17 lignes. 17. Comme l'arcane 17, l'étoile. Tout à fait. C'est un lien direct. L'étoile, c'est le moment bien plus lointain où l'on redonnera au monde tout ce qu'on a accumulé, de manière pure. Ah, donc son immobilité, elle a vraiment une visée à long terme. Oui, elle stocke pour pouvoir redistribuer plus tard. C'est génial. Mais attends, il y a quand même une contradiction énorme sur l'image. Elle a ce livre de chair, ancré dans l'humain, mais si on regarde sa couronne, sa tiare, elle déborde carrément du haut de la carte. Oui, elle sort du cadre noir. Et ce qui est fascinant ici, c'est le rôle mécanique de cette tiare. Elle possède 4 pointes. Qui représente quoi, les points cardinaux ? Exactement. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est l'ancrage spatial, la gravité de la matière supérieure, qui n'appartiennent pas au monde matériel. C'est un grand écart monumental en fait.
Elle a le poids de l'incarnation sur les genoux, mais la tête branchée sur le cosmos. Et ses vêtements racontent exactement la même histoire, tu sais. Elle porte un immense manteau bleu. Le bleu, c'est pour la réceptivité spirituelle. Oui, ça la recouvre presque entièrement. Mais ce manteau bleu s'entr'ouvre sur une robe rouge. Le rouge, c'est l'activité, la vitalité. Le sang qui pulse, le magma en fusion sous l'océan calme de son manteau bleu. Et il y a aussi ces 3 petites croix sur sa poitrine, je crois. Ça rappelle que même dans la matière, elle reste spirituelle. Absolument. Toute cette symbolique, cette antenne, cette réceptivité, ça la relie profondément à une énergie bien spécifique, l'énergie lunaire, l'archétype de la mère cosmique. Ouais, l'énergie féminine pure. Elle est d'ailleurs cloîtrée derrière un rideau qui pend du ciel, non? Oui, elle est isolée. Et juste à côté d'elle, il y a un œuf blanc. Ah oui, cet œuf. Nos sources parlent d'une double gestation. Elle couvre cet œuf, mais en fait, elle se couvre surtout elle-même. C'est un incubateur de sa propre conscience. Les sources lient ça à des figures mythiques de fécondité. On parle d'Isis en Égypte ou de la Vierge Marie. D'accord. Des figures de pureté, de création. Psychologiquement, ça représente la part intacte, vierge en chacun de nous. Cet espace qui n'a jamais été écorché ou blessé par le quotidien. Une vraie forêt vierge intérieure. Un puits de purification. Et de là, elle peut voir le divin dans le moindre détail de la matière. C'est ça. Elle vibre au diapason de l'univers matériel, grâce à cette pureté. Bon, l'idée de la forêt vierge lumineuse, c'est magnifique. Mais je vais faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Toute cette blancheur, cet enfermement derrière un voile, cette immobilité absolue, ça ne peut pas être un peu malsain? Je veux dire, cette pureté extrême, ça ne risque pas de basculer dans une rigidité terrifiante? C'est une excellente question, et les textes l'abordent directement. Parce que moi, j'y vois presque une figure de mère toxique, tu vois, qui gèle tout autour d'elle pour rester parfaite et qui empêche l'œuf d'éclore. Une castration, quoi. Et tu as tout à fait raison. C'est l'ombre de la carte. Poussée à l'extrême, cette énergie virginale devient de la frigidité, émotionnelle ou même intellectuelle. Ah, l'enfermement devient une prison. Une prison normative, oui. C'est l'obsession de la pureté qui finit par interdire de vivre. Parce que vivre, c'est se salir forcément. C'est clair. Donc la mer spirituelle peut se transformer en mer glaciale qui terrorise l'œuf par peur de le briser. Le savoir devient alors un dogme froid au lieu d'une sagesse vivante. C'est un rappel à l'ordre assez sévère. Faut pas rester planqué dans sa bibliothèque toute sa vie sous peine de devenir une statue. Exactement. Mais si tu arrives à équilibrer cette énergie, c'est un outil extraordinaire pour le quotidien. Justement, parlons-en du quotidien. Parce que connaître sa forêt vierge intérieure, c'est bien beau, mais pour gérer nos problèmes modernes, ça sert à quoi concrètement? Eh bien, tirer la papesse, c'est une invitation à trouver un lieu de retraite. Face à un agacement ou une crise, elle te dit de te mettre en pause. Moi, j'aime bien utiliser une image très moderne pour ça. La papesse, c'est comme une panic room mentale. Une panic room, Ouais. c'est parfait comme analogie. Bah oui, imagine tu reçois un mail hyper agressif au boulot. L'instinct de base, c'est de sortir l'épée ou le bâton, de réagir dans la seconde pour avoir le dernier mot. Mais l'énergie de la papesse te dit « stop ». Rentre dans ta panic room. Tu t'enfermes, tu t'assois avec ton manteau bleu. Voilà. Tu observes la colère taper contre la vitre blindée et tu ne bouges pas d'un millimètre. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour notre équilibre mental à long terme? Ça signifie qu'on récupère le contrôle. Nos sources expliquent qu'une grande part de notre agitation n'est qu'en fait qu'une demande cachée de tendresse, un besoin d'être réchauffé. C'est tellement vrai. En refusant de réagir dans l'instant, on laisse la poussière retomber. La papesse a une intransigeance totale envers ce qui fait barrage à l'énergie. Donc, la non-action, c'est presque une stratégie chirurgicale. On pèse chaque mot avant de parler. C'est la maîtrise de soi absolue. Mais le truc, c'est comment on construit cette panic room. Nos sources vont assez loin là-dedans. Elles donnent des méthodes super concrètes pour méditer au quotidien avec cette carte. Oui, il y a deux approches vraiment distinctes pour fusionner avec son énergie. La première, je crois, c'est l'incarnation psychologique de la visualisation pure, en fait. C'est ça. On regarde la carte, on s'installe au calme et on opère un transfert de conscience. On se place mentalement dans le corps de la papesse, derrière son voile. D'accord, donc on s'absorbe par l'esprit. Et on dit quoi? On peut écrire ou affirmer à voix haute « Je suis la papesse et j'agis avec ma sensibilité intérieure ». C'est super élégant comme méthode. Mais alors, la deuxième méthode, franchement, elle m'a fait éclater de rire la première fois que je l'ai lue. Tu parles de l'inoculation physique ? Oui, C'est dingue parce que c'est tout sauf intellectuel. Les textes nous disent sérieusement de prendre la carte, le bout de carton, et de le frotter délicatement sur les parties de notre corps. pour s'unir à ces vibrations matérielles, oui.
Mais ça va encore plus loin. Il faudrait se la coller sur le nez et la bouche pour respirer son essence. Ou alors la méthode ultime, dormir avec, sous l'oreiller. Idéalement pendant 78 jours, pour faire le tour de tout le jeu du tarot. 78 jours. Non mais tu imagines le truc, tu te réveilles avec un carton collé sur la joue. On nous suggère même de poser la carte sur un organe douloureux et de demander à notre corps ce qui ne va pas. On frôle la superstition, non? Ça prête à sourire, évidemment, mais en fait, le mécanisme derrière est d'une grande intelligence psychologique. Ah oui, vraiment? Bien sûr. Le piège avec le tarot, c'est de vouloir tout analyser avec son cerveau gauche, la logique verbale. Ça devient vite stérile. C'est vrai que ça peut faire très intello, coincé. L'inoculation physique, c'est un acte psychomagique. En frottant la carte sur ta peau, tu court-circuites le barrage de ton intellect. Donc on hack le cerveau en passant par les sens. J'aime beaucoup cette idée d'un tarot charnel et musical, comme disent nos sources. C'est exactement ça. Le corps dialogue beaucoup mieux avec les couleurs et les archétypes quand on arrête de vouloir tout comprendre avec des mots. Le corps devient le lecteur de la carte en somme. C'est un acte intime. L'enseignement descend dans les tissus, dans le système nerveux. Il ne reste pas coincé dans la tête. C'est fou de se dire que la sagesse doit passer par la peau. Et ça me fait penser d'une manière assez vertigineuse, ça boucle parfaitement avec ce qu'on disait tout à l'heure. Sur le livre, hein? Sur le livre de couleur chair, oui. Eh oui, la boucle est close. La papesse tient ce livre qui représente l'incarnation humaine, le vivant. Mais elle ne le lit pas. Son regard pointe vers l'extérieur, vers nous. Oui, vers nous qui regardons la carte. Et puisque la méthode physique nous prouve qu'on doit se fondre dans l'image, et si ce livre de chair, ce n'était pas juste un objet dessiné? Ouh, waouh! Et si ce livre représentait la personne même qui est en train de l'observer? Donc le miroir s'inverse. Ce n'est pas nous qui regardons le livre, c'est nous, le livre. Nous sommes ce volume ouvert, façonné de chair et de sang, posé sur ses genoux, En pleine gestation. en attendant patiemment que cette antenne tournée vers le ciel, cette conscience divine, vienne nous déchiffrer. La papesse nous couve, nous. Eh ben, c'est une pensée fascinante pour terminer cette exploration. Si ce podcast vous a plu, partagez-le et abonnez-vous.